Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient de la République du Congo. Il est jeune, il joue un rôle assez important. Il est conseiller spécial du président de la République. Il est chef du département politique et il vient d'être élu fraîchement député du Parlement de ce pays. Monsieur Juste Désiré Mondele est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les dernières élections législatives ont connu la victoire de votre parti, le PCT, le Parti congolais du travail, qui est au pouvoir. Et vous avez récolté 90 des sièges pourvus pour l'Assemblée. Alors, quel est le secret de ce raz-de-marée que vous avez effectué? Avant de répondre à cette question, je voudrais simplement rappeler que les élections législatives font suite donc, à un processus enclenché depuis les élections présidentielles. Et là, donc, il s'agissait de mettre en place les deux maillons importants donc, de cette nouvelle République, à savoir la Chambre basse et très bientôt la Chambre haute, donc le Sénat. Alors, le Parti congolais du travail, quel est le secret? C'est le parti le plus ancien, déjà, et qui géographiquement occupe l'espace du pays et doté, il faut le reconnaître, d'une organisation assez efficace. Et ma foi, lorsqu'on regarde l'organisation des partis politiques, il y a là aussi des petits groupements je dirais pas de famille, mais souvent c'est assez ethnique, assez tribal. Mais le PCT a l'avantage d'être l'ancien parti unique et donc a l'avantage de profiter aussi de cette organisation. Ou bien c'est parce que le parti tient l'État? Non, je pense que c'est plutôt des clichés, ça. Le parti ne tient pas l'État, aucun parti ne tient l'État. Bon, je n'ai pas dit parti-État, hein, mais c'est tout comme. Je vais vous surprendre, je suis moi-même pas membre du Parti congolais du travail, je suis membre du Club 2002 Pur, mais il faut reconnaître à ce grand parti qui fut le vivier, l'école de formation politique de grand nombre d'acteurs politiques, et qui aujourd'hui bénéficie de son ancrage national. En quoi vous tenez les électeurs? Si les électeurs peuvent voter, vous dites, en fait, ils ont voté pour nous parce que telle ou telle autre chose. Qu'est-ce que vous dites vous-même? Bon, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque mouvement a sa stratégie. Le choix des hommes est important. Le choix des hommes qui ont un contact facile aussi avec les mandants, la proximité aussi joue. Et au-delà, il y a aussi l'offre politique. En tout cas, pour d'autres personnes, le secret se trouve bien ailleurs. Hein, bien ailleurs, peut-être que vous ne l'avez pas dit, mais je me fais l'avocat de ces gens-là, enfin, l'avocat, le porte-parole de ces gens-là, qui estiment que le secret se cache dans les bourrages des urnes, dans les votes multiples, dans le tripatouillage des résultats. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup quand même pour un parti qui se veut républicain? Monsieur Autant, vous ne m'avez pas dit de qui venaient ces assertions. Somme toute gratuites. Les noms importent peu, mais ce qui est important, c'est ce qu'ils ont dit. Somme toute gratuites, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il y a le juge du contentieux électoral qui est la Cour constitutionnelle. Donc si ceux qui font ces griefs ont compétit, ils ont eu certainement l'occasion de faire des saisines comme le prévoit la loi. Oui. Et donc, il n'y a point de besoin de jeter l'anathème sur celui qui a gagné au motif qu'il y aurait eu un bourrage des urnes. Il faut savoir que la gouvernance électorale au Congo a beaucoup évolué. Le Congo, aujourd'hui, fait exception parce qu'on est l'un des rares pays, je vais vous dire, dans un bureau de vote, dans chaque bureau de vote, tous les candidats sont représentés, ont un délégué dans le bureau de vote. Ceux qui en ont les moyens. Déjà, tous les candidats ont la possibilité, suivant la loi électorale, ils ont la possibilité. Une chose est d'avoir la possibilité et l'autre est d'en avoir les moyens d'envoyer d'être représentés dans les bureaux de vote. Et donc, avant publication officielle des résultats, chaque candidat a par devers lui des copies des procès-verbaux du vote. Mais là, je vous fais fi de tout le processus. Donc il faut reconnaître qu'il y a une évolution du processus électoral, de la gouvernance électorale en République du Congo, et qui aujourd'hui laisse entrevoir la transparence. Mais est-ce que vous avez entendu quand même quelques cris de cœur de ces personnes qui estiment quand même que tout ne s'est pas passé comme dans les règles de l'art? Ça vient souvent de ceux qui n'ont pas été candidats. C'est paradoxal. Vous savez, pour déjà contester, pour déjà donner un point de vue, il faut avoir participé.
Mais parfois, ça vient même d'acteurs libres qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas des acteurs partisans. C'est peut-être des acteurs de la société civile qui ont quand même leur mot à dire, non? Parce qu'ils sont sur la ligne médiane, ils ne sont pas partisans, ils ne sont pas engagés. Ce qui est bien, c'est que la loi congolaise permet à tout citoyen d'être candidat pourvu qu'il remplisse les conditions. Maintenant, lorsqu'on n'a pas compétit et qu'on conteste de bout en bout un processus, à la limite, c'est comme de la mauvaise foi. On va évoluer dans cette émission et parler de la crise qui est à court dans la région du pôle. Et j'allais vous demander comment est-ce que vous vivez tout cela, ce qui se passe dans le pôle. Parce que quand on parle du Congo aujourd'hui, on a tous les regards qui sont braqués sur cette partie de votre pays. On le vit difficilement. On le vit difficilement parce que le Congo est un et indivisible. C'est une norme constitutionnelle, c'est une norme sacrée. Et puis, il y a eu des gros investissements. Il y a eu donc ce qu'on appelait la municipalisation accélérée. Faites un tour dans le département du Pôle, vous allez voir que c'est un département magnifique. C'est aussi, du point de vue économique, un département important. Et c'est tout simplement triste de voir que les gros investissements qui ont été effectués et qui sont en cours. Mais est-ce que vous avez pu comprendre quand même ce qui est à l'origine de la crise d'aujourd'hui? L'origine de la crise, il ne faut pas se voiler la face. La crise part d'une approche assez bizarre de contestation électorale. Monsieur Frédéric Binsamou, qui n'était pas candidat aux élections, qui soutenait un candidat, a contesté à sa manière les résultats, alors que le candidat qu'il soutenait a reconnu les résultats, a félicité le candidat élu, le président Denis Sassou Nguesso. Donc, en réalité, le prétexte électoral est caduc. Maintenant, trouver des raisons, ça serait difficile. Il faudra qu'un jour, certainement, puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre messieurs Frédéric Binsamou et ses acolytes, certainement on en saura un peu plus des raisons, des motivations. Cette crise a commencé depuis 2016, nous sommes en 2017, et comme vous l'avez si bien dit, c'est parti d'un individu qui aujourd'hui court, quand bien même il y a un mandat d'arrêt contre lui, on n'a pas pu l'arrêter. Apparemment, il est toujours sur le territoire congolais. Est-ce qu'on peut dire là que l'État congolais a capitulé devant un homme? Là aussi, on est face à une situation du déjà vu, du déjà vécu, avec le même acteur et plus ou moins le même modus operandi. Donc, est-ce que l'État a capitulé? Non. Le temps passe, il y a des milliers de déplacés aujourd'hui, mais on fait quoi? Est-ce que ces gens-là peuvent se considérer toujours congolais parce que bénéficiant de la protection de l'État congolais aujourd'hui, des autorités aujourd'hui? Non. Oui, bien entendu. Alors, le problème, c'est qu'on est là face quand même à une situation assez particulière parce que vous mentionnez le département du Pôle. Le département du Pôle, il y habite des braves personnes et on ne peut pas. On a suivi au Parlement le ministre de la Défense et on a suivi d'autres personnalités. On ne peut pas aller comme ça, commencer à envoyer de l'artillerie lourde, on va dire, sur les populations. Mais c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. On voit les hélicoptères militaires qui survolent la région et ces choses. On se demande, c'est juste une rébellion ou bien qu'est-ce qui se passe concrètement? Et rien ne filtre, on n'a pas les bonnes informations et pourtant on n'arrive plus à accéder à cette zone-là. Vous savez, il se dit beaucoup de choses à propos de ce département, des opérations de recherche, on va dire, de M. Frédéric Binsamou et ses acolytes. Bon, je vais pas verser de l'huile au feu, mais ce qui est sûr, c'est que ce type de rébellion ne prospère jamais. Mais de toute façon, ça a prospéré jusqu'à aujourd'hui. Hein, ça fait un peu plus d'un an que ça a commencé et ça a perdu. Et c'est là où je demande que fait l'État. Je suis jeune, par exemple, j'appartiens à ce département, je suis obligé de fuir. Est-ce que je suis fier d'être congolais aujourd'hui quand j'appartiens à ce département où je ne peux plus aller élire domicile chez moi? Bon, déjà, je vais juste rectifier quelque chose, c'est qu'il c'est pas tout le département du Pôle qui serait pris en otage. Hein, c'est tout comme. Hein. C'est pas le cas. Là, récemment, on a eu des examens d'État. Le gouvernement de la République a tenu à ce que les enfants
inscrits dans les établissements scolaires dans le département passent leur examen d'État, le baccalauréat, et là, leur brevet. Mais vous semblez minimiser la situation alors qu'elle est beaucoup plus préoccupante. Non, ne minimise pas la situation parce que moi qui vous parle, ça fait pas longtemps que j'ai séjourné, enfin j'ai visité le département, donc on ne peut pas minimiser ce qui se passe dans le pool lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, on a le CFCO, donc le chemin de fer Congo-Océan, qui est totalement paralysé. Lorsqu'on sait que les produits alimentaires arrivent difficilement, alimentent difficilement la capitale, lorsqu'on sait que des braves femmes, des citoyennes, des citoyens congolais qui vivent des métiers de la terre n'arrivent plus à évacuer leurs produits, et avec la tragédie humanitaire qui accompagne tout cela, on ne peut pas dire qu'on minimise, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va s'embourber toujours dans la stratégie militaire qui ne porte pas de fruits? Est-ce qu'on va changer de stratégie? Est-ce qu'on a déjà commencé par le faire? Surtout qu'on parle d'un département où rien ne filtre. C'est devenu comme une zone de non-droit, excusez-moi de le dire comme ça. Monsieur Boutin, déjà, le gouvernement n'a jamais décrété une option quelconque. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a une option militaire, ça n'a jamais été décrété. Mais c'est ce qu'on constate. Ça n'a jamais été décrété par le gouvernement de la République. Et pas si longtemps, nos partenaires bilatéraux et multilatéraux ont, de concert avec le gouvernement de la République, conjugué les efforts en ce qui concerne l'aspect humanitaire de cette crise. Donc les efforts sont là. Mais vous savez, je ne vais pas, parce que comparaison est toujours paraison, j'ai pas envie de prendre des exemples pour montrer que ce type de rébellion, vous savez, pas loin d'ici, pas loin de chez nous, vous avez une rébellion qui a quoi, 2 décennies, 3 décennies. J'espère qu'on n'irait pas jusque-là, en tout cas. En tout cas, on espère aussi, mais pour qu'on n'aille pas à 2 décennies, il va falloir poser des actes. Et lesquels actes, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Chers téléspectateurs, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.